on n'a pas de sujet avec Florence parce qu'on n'était pas inspiré, ou enfin disons plutôt que c'est Florence qui a suggéré Open Bar. Florence, je te laisse la parole. Bon, bonjour à tous. Open bar, alors on n'avait pas le même open bar, Christelle et moi. Moi, je pensais open bar RH emploi, et manifestement, Christelle a envie d'un open bar vraiment tout sujet. Allons-y, hein, tout sujet. Après, voilà, c'est toujours un plaisir de toute manière d'être là, et merci infiniment, comme à chaque fois, à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Alors, on va laisser la parole à Cathy, qui est une fidèle de nos live emploi et qui s'inquiétait hier parce que je n'avais toujours pas publié l'événement hier soir, étant un peu prise en ce moment. Mais Cathy, il y a bien... Normalement, il y a vraiment... On fait les lives tous les dimanches avec Florence et quand on n'en fait pas, on fait une petite annonce. Je crois qu'il y a Véronique aussi dans l'assistance qui voudra nous parler parce que elle a des choses sérieuses à nous dire par rapport à l'emploi, notamment des postes lors d'un forum emploi, donc elle montera sur scène. Donc Cathy, à toi, qu'avais-tu à nous dire ce soir? Alors bonsoir Florence, bonsoir Christelle. Déjà merci d'être là parce qu'avec la semaine vraiment débordante que vous avez eue après Born les Mimosas, c'est vraiment gentil de nous accorder du temps. Alors moi j'ai deux petites questions, c'est côté marque candidat. Alors étant déjà senior à 52 ans, est-ce un frein supplémentaire que de demander un temps partiel? Et deuxième petite question, dans le CV, je ne sais pas trop où mettre mes soft skills. Voilà. Alors, merci Cathy pour ces deux questions. Alors, pour le coup, Cathy, là, c'est open bar, mais c'est bien dans le sujet. Florence, est-ce qu'il y a une des deux questions qui te tente? Est-ce que tu sèches ou est-ce que tu veux me laisser la parole? Dis-moi, c'est ton émission open bar. Non, mais comme d'habitude, commence, c'est bien, je prends des notes et puis après, je complète quand... Non, vas-y, je t'en prie. Ah, parce qu'en plus, tu prends des notes. Alors après, tu as l'air vachement plus pro que moi. Moi, je suis sans filet, moi. Mais je prends des notes sur tout ce que les gens disent, je le note. Et puis je note plein d'idées à la suite, comme quand j'étais en cours, quoi. Enfin, comme quand je suis en réunion, comme toujours, quoi. Bon, alors moi, je suis désolée, les amis, je le fais vraiment en impro total, sans notes, sans rien. Je suis presque dans mon jardin, en position allongée. Mais j'improvise aussi, hein, je peux le faire hein, si tu veux. Non, mais tu es plus. J'improvise en plus. tu es plus sérieuse que moi. Alors. C'est pour rien oublier. Non, mais t'as raison, t'as complètement raison. Non, mais du coup, je me suis dit, mais je suis pas assez pro, tu vois, face à toi. Alors, Cathy, première question. Alors, où mettre les soft skills? Alors en fait ça dépend, c'est-à-dire que quand on a un CV très peu fourni, par exemple quand on démarre dans la vie active, je pense à nos jeunes qui cherchent des stages, des alternances, des premiers jobs, l'avantage des soft skills c'est que ça leur permet en fait de remplir leur CV avec des compétences humaines, de ce qu'on appelle les compétences douces qu'ils ont déjà, qu'ils ont réussi aussi à acquérir suite à leurs différentes petites expériences de bénévolat, expériences de vie, job alimentaire, etc. Ils peuvent les mettre au même niveau que les hard skills, que les compétences techniques. Donc parfois c'est un paragraphe entier sur le CV. Alors tout dépend de comment est fait le CV, mais ils peuvent être, s'ils ont peu d'expérience, mettre leurs compétences en premier et elles sont divisées en deux avec un côté hard skills, soft skills. Ce qui est important, c'est que quand on les met, ce qui est bien, c'est de pouvoir les développer. Il vaut mieux mettre 3 soft skills, mais les développer. Par exemple, un jeune qui a fait un tour du monde et qui met adaptabilité, s'il met juste adaptabilité, c'est dommage. Il vaut mieux mettre adaptabilité et puis mettre entre parenthèses tour de l'Australie en van, enfin voilà, et spécifier, enfin indiquer pourquoi il met qu'il a cette soft skills. Donc ça c'est pour les jeunes. Pour les seniors c'est plus compliqué quand on a déjà un CV qui peut être un peu chargé. Donc tout dépend, je ne sais pas Cathy comment est ton CV. Toujours est-il que si à un moment tu as une colonne sur la gauche, une petite colonne, tu peux les mettre dans cette colonne-là, hein, sur la gauche ou sur la droite. Je sais que Florence
le propose également sous le titre. Ça peut être aussi une option de mettre 3-4 soft skills. Et je sais que certains candidats les mettent dans l'expérience. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils parlent d'une expérience, ils rajoutent la soft skill qui a été développée plus particulièrement durant cette expérience parce qu'elle elle est associée à un exemple. Donc, en fait, Cathy, je n'ai comme d'habitude, aucune vérité, aucune réponse ferme à te donner. Ce sont plutôt des idées. Après, c'est à toi de voir ce qui fonctionne ou pas. Ce qui peut être intéressant dans les soft skills, c'est aussi de les mettre dans ton mail de motivation parce que ça va ressortir, tu vois, à ce moment-là plus facilement. Donc déjà, par rapport à ça, Cathy, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que tu as un peu de place sur ton CV ou pas? Alors Christelle, oui, tout à fait. En fait, sur la gauche, je n'ai plus du tout de place, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu embêtée. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée. J'ai mis mes soft skills en dessous de chaque expérience. Donc voilà, j'ai développé au fur et à mesure ce que j'ai acquis et les compétences douces, on va dire. Voilà, je l'ai mis en dessous de chacune de mes expériences, effectivement. Ben écoute, c'est top. Après, tu sais, si tu vois que ton CV ne fonctionne pas, tu te donnes un certain temps. Si tu vois que tu n'as pas de retour et pas d'entretien, il faudra le moduler. Hein. Ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est le moduler. C'est du test and learn. Quand ça marche pas, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans notre outil. Certes, c'est lié au marché, c'est lié aux recruteurs, c'est lié à tout ce qu'on veut, c'est lié au fait qu'on soit senior peut-être, mais c'est surtout qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'outil. Par rapport aux soft skills, Florence, tu avais un truc à rajouter ou pas? Mais écoute, effectivement, je suis absolument d'accord avec toi comme d'habitude. Moi, effectivement, je les mets sous le titre. Je les mets en premier et en avant. J'en mets 3 uniquement. Je choisis toujours une soft skills en lien avec le professionnel, l'activité professionnelle. Alors ça peut être la recherche de solutions, la fiabilité, la rigueur, l'autonomie, la performance, l'orientation résultat, l'orientation client. J'en mets une toujours hyper personnelle. Donc si c'est moi, je vais mettre enthousiaste par exemple, voilà, parce que c'est vraiment le truc qui me caractérise le plus. Je pourrais mettre râleuse aussi, mais c'est un petit peu moins valorisé dans les entreprises. Voilà. Et puis j'en choisis une en lien avec l'équipe et la relation à l'autre. Donc que ce soit travail d'équipe, sociable. Alors travail d'équipe, c'est pas moi. Hein. Pastel, elle le sait. Moi, j'aime bien travailler seule. Sociable, capacité à communiquer, capacité relationnelle, facilité relationnelle, ce genre de choses. Voilà, je trouve que ça fait un bon équilibre en fait de penser à ces 3 grands domaines de ce qu'on appelle ces compétences douces. Voilà ce que je peux dire. Alors, pour vous dire pourquoi Florence n'aime pas travailler à plusieurs, c'est pas parce qu'elle n'est pas sociable, parce qu'elle est charmante et très sociable, c'est que elle travaille à la vitesse de la lumière et de l'éclair et que je crois que personne n'est capable de travailler aussi vite qu'elle. Enfin, de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi vite. Donc, peut-être à part moi, Florence. Il y a toi en fait. Bon, voilà. Donc, c'était mignonne. C'est pas que pour ça. Hein. C'est aussi, c'est pas que pour. Mais c'est vrai que je suis pas très patiente du coup. Je peux bien avouer. Voilà, donc ça c'était. Merci en tout cas pour les soft skills. Alors Cathy, pour répondre à ta question du temps partiel, les avis sont partagés sur le sujet. C'est-à-dire que il y a des recruteurs qui conseillent de ne pas évoquer le temps partiel, de décrocher l'entretien, de faire ses preuves durant l'entretien, de se vendre, de convaincre avec son offre de service et au cours de l'évolution du processus, d'aborder le temps partiel. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais c'est vrai que ça permet entre guillemets de se vendre et puis après de dire moi ça m'intéresse, mais à 3/4 temps, 4/5, etc. Donc ça, c'est une première solution. Il y a une deuxième solution qui est de ne postuler qu'au temps partiel. Donc là, on risque pas de se tromper. Néanmoins, les offres sont quand même limitées. Mais bon, ça peut être ton choix. Et quand tu es en candidature spontanée, tu peux aussi, à mon avis, tenter puisque c'est une candidature spontanée, c'est toi qui choisis l'entreprise, c'est toi qui vas
proposer ton offre de service, il n'y a pas a priori de poste annoncé, donc tu peux te permettre aussi de parler du temps partiel. Le temps partiel ne veut absolument pas dire qu'on est trop vieux, trop senior et qu'on va être très fatigué tout de suite et qu'on veut se reposer. Il y a beaucoup de gens qui vont demander des temps partiels pour beaucoup, beaucoup d'autres raisons et je ne pense pas que ce soit si mal vu que ça. La seule chose, là où j'ai le petit doute, c'est concernant si tu as un job qui t'intéresse, qui n'est pas indiqué en temps partiel. Moi, je pense qu'il faut postuler et une fois qu'on a l'entretien, le demander. Je peux en parler parce que c'est ce que j'ai fait dans un de mes jobs. La mission me plaisait, tout me plaisait, je suis allée jusqu'au bout du truc et après j'ai demandé un 4/5e et ça a été accepté et je me suis dit que heureusement que je l'avais fait dans ce sens-là parce que sinon j'aurais même pas eu l'entretien. Voilà Cathy par rapport à ça, je laisse Florence s'exprimer en tant qu'ex-DRH sur le temps partiel. Qu'est-ce que tu rajouterais Flo ? Alors, je suis plutôt très, très en phase avec toi. J'irais juste un tout petit peu plus loin. J'irais carrément déconseiller à Cathy d'évoquer le temps partiel à l'écrit, mais vraiment déconseiller si elle postule sur un poste à temps plein, clairement. Et si c'est une candidature spontanée, peut-être que je la jouerais un tout petit peu plus... je n'abattrai pas complètement mon jeu, je dirais, dans le mail ou la lettre de motivation. Je mettrai quelque chose comme je pourrais également, si vous le souhaitez, travailler à temps partiel, si ça vous arrange. Voilà, je pense que ça peut être mieux comme ça, c'est-à-dire d'être ouverte aussi bien au temps plein qu'au temps partiel, de manière à pas se bloquer. Et il est important de rappeler, je ne sais pas si tout le monde le sait, que le temps partiel, c'est pas forcément un mi-temps. Ça peut être travailler sur 4 jours, c'est un temps partiel. Ou travailler une journée dans la semaine, c'est un temps partiel aussi. Donc, en fonction, éventuellement, si on a des obligations, c'est pas la peine, si on ne peut travailler qu'une journée dans la semaine, de répondre, à mon sens, à une annonce en temps plein. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Florence. Cathy, est-ce que c'était bon pour toi ? Est-ce qu'on a pu t'apporter des réponses ? Tout à fait, surtout, alors vraiment pour le temps partiel, merci beaucoup, parce que là, je galérais toute seule et vraiment, j'ai eu toutes les réponses. Je vous remercie infiniment à toutes les deux. Merci Cathy. Alors, je vais laisser la parole à Manuel. Je ne sais pas s'il voulait intervenir sur le temps partiel ou sur cette histoire de soft skills. Je laisse la parole à Manuel et à bientôt Cathy. Bonsoir Christelle, bonsoir Florence, bonsoir à tous. Je voulais simplement rebondir, là j'ai vu ce vendredi le fameux podcast à Trouveur d'emploi pour répondre un petit peu à ce qui a été évoqué, vous savez, concernant l'emploi des jeunes, leur CV, pas d'expérience, etc. Alors moi j'encadre des jeunes en alternance. Ce que je voulais simplement leur donner comme conseil, et c'est très utile, il faut impérativement qu'ils mettent leur contenu de la formation sur leur CV et même sur leur profil LinkedIn, parce qu'en fait de plus en plus d'employeurs vont sur leur profil LinkedIn. Donc, c'est ce que je recommande à mes apprentis. En général, ils obtiennent des entretiens, ils obtiennent des stages tout simplement en précisant le contenu de leur formation sur LinkedIn, en détaillant au maximum, parce que bien sûr, les employeurs vont leur dire oui, mais vous êtes pas opérable, etc. C'est faux, parce qu'en général, la formation théorique permet justement la pratique en entreprise et vice versa. Donc c'est quand même ce qu'on appelle un challenge gagnant-gagnant. Et pour ce qui est des soft skills et autres skills hard, etc., je pense qu'on peut ouvrir une rubrique dans LinkedIn sur son profil pour justement les détailler. Et moi, c'est ce que je fais sur mon curriculum vitae d'ailleurs. Je mets toujours en haut un lien avec mon profil LinkedIn. Comme ça, comme il s'agit maintenant de faire des CV en une page, le recruteur, s'il le souhaite, il a là ce lien et il peut consulter mon profil qui est complet avec mes publications, mes centres d'intérêt, mes activités autres et expériences passées. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire ce soir à tous les auditeurs et merci de m'avoir écouté. Alors, merci beaucoup Manuel. Donc moi, je voudrais rajouter quelque chose. C'est en effet très intéressant de détailler une formation quand on est étudiant, quand on cherche un premier job, pour un autre élément que ceux indiqués par Manuel, qui sont vraiment tout à fait entendables et valables, qui est l'algorithme. Plus vous allez mettre de mots-clés dans votre profil LinkedIn,
plus l'algorithme va vous identifier en tant que professionnel en fonction de vos mots-clés. Donc si par exemple vous n'avez pas une expérience de community manager, mais que vous êtes en formation de community manager et que vous développez dans le cadre, il y a un cadre qui s'appelle description quand vous tapez formation, vous pouvez décrire votre formation. Si vous la développez et que vous vous décrivez en effet, comme l'a dit Manuel, ce que vous apprenez, ça fait des mots-clés pour l'algorithme qui vous identifie comme un professionnel du métier, même si vous n'avez pas encore d'expérience. Donc rien que pour ça, ça a un intérêt. Et je rejoins Manuel concernant le lien vers le profil LinkedIn dans un CV. Moi, je le conseille à tous. Par contre, je vous invite à transformer votre lien. Il faut que ce soit un joli lien. Allez en haut de votre profil à droite et vous verrez que vous pouvez changer le lien avec le petit crayon. Vous avez LinkedIn, nanana, Christelle Defoucauld. Si vous n'avez rien fait derrière Christelle Defoucauld, enfin derrière votre nom de famille, vous allez avoir 2, 3, 4, YZ. Donc c'est un profil, enfin c'est un lien qui est mis et qui est moche. On a tous un lien moche au départ et ce qu'il faut c'est aller cliquer dessus, mettre un joli lien parce que ça permet de mettre un joli lien sur le CV cliquable et apparemment, alors là c'est peut-être une légende, il paraîtrait qu'on est plus aimé par l'algorithme quand on a un lien transformé. Mais ça c'est peut-être une légende. Voilà ce que je voulais rajouter Manuel. Est-ce que Florence, tu as des choses à rajouter avant que nous laissions la parole à Sabine, si elle réussit à ouvrir son micro? Merci Manuel, comme d'habitude, de vos interventions. Non, je trouve ça très bien. Je trouve que l'idée de mettre effectivement la formation et puis le programme de formation et ce qu'on va voir, je trouve que c'est une très bonne idée, notamment pour la recherche de mots-clés. Non, vraiment une très bonne astuce. Et puis le lien LinkedIn, bien sûr. Super, merci beaucoup Manuel. Alors on laisse la parole à Sabine qui avait quelque chose qui avait quelque chose à nous dire si le micro ça marche. Alors Sabine, est-ce que ça fonctionne? Bonjour, vous m'entendez? On vous entend, miracle. Oh, c'est merveilleux. Je Je peux enfin échanger avec vous. Alors, bonjour Florence, bonjour Christelle et puis bonjour à tous. Moi, j'ai teasé en disant que j'avais un sujet qui me semblait un petit peu tabou à évoquer et qui est le sujet du ghosting en recrutement. Alors, je suis trouveur d'emploi, n'est-ce pas Christelle? Euh, et en fait, j'ai quasiment tout le temps, je me fais ghoster par les recruteurs. C'est-à-dire que je suis contactée, j'ai un premier entretien, un deuxième, voire parfois un troisième, où on me dit, mettons que ça ait lieu, le troisième entretien ait lieu un mardi, et puis on me dit, bon, je vais échanger sur vous avec mon manager ou avec les RH, et je vous rappelle jeudi. À jeudi, Sabine, la discussion finit comme ça. Et derrière, il ne se passe plus rien. Ce genre de situation m'arrive très fréquemment, donc je n'arrive pas à comprendre comment des recruteurs, alors quand je dis recruteurs, ça peut être soit directement, ça peut être des directeurs opérationnels ou des recruteurs ou des chasseurs, qui en fait prennent l'engagement de vous rappeler, vous donnent même le jour, à la limite l'heure, et en fait disparaissent dans la nature. Et ne répondent pas, parce que croyez bien que je suis globalement plutôt maligne et que je n'hésite pas à demander les coordonnées de la personne et son adresse mail pour pouvoir éventuellement procéder à une relance. Ce que je fais. Et il ne se passe rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut motiver mes interlocuteurs dans ce choix ou cette espèce de... Moi, je le vois comme une absence de courage, en fait, de poursuivre les échanges et de ne pas savoir dire non. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que chacun d'entre nous a déjà rencontré? Pourquoi? Comment? Et comment sortir de la tête ces postes qui disparaissent, quoi?
Alors, Sabine, donc c'est un sujet qui est souvent évoqué, mais d'ailleurs qui est évoqué dans les deux sens. C'est-à-dire, on rencontre du ghosting de la part des candidats comme des recruteurs, hein. Voilà, le ghosting se fait exactement dans les deux sens. Alors, déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la première chose, je pense que Florence aura aussi des trucs à rajouter. Alors déjà, comment on peut l'expliquer? Ben, je dirais que les recruteurs n'ont pas lu le livre que nous avons écrit avec Florence. Donc, voilà, ça c'est pour mon petit coup de pub, notre livre sur la marque employeur, parce que c'est vrai que ne pas donner de réponse à un candidat, surtout un candidat avancé comme vous, Sabine, dans le processus, ben, ça nuit beaucoup à l'image et du recruteur et de l'entreprise qu'il représente, que ce soit l'entreprise cliente ou l'entreprise dans laquelle le recruteur officie. Donc ça, c'est la première chose. Je leur conseille d'aller lire notre livre. Je pense que la deuxième chose, Sabine, alors déjà, ce qui est super positif, c'est que vous avez des entretiens. Donc ça veut dire que votre profil plaît, vos outils sont OK et en plus vous passez le premier entretien, le deuxième, le troisième, donc vous arrivez plutôt dans les finalistes. Donc ça c'est ultra positif. Vous avez dit quelque chose et moi je me demande si c'est pas quand même lié à ça. Il est possible que vous fassiez peur. Alors, et donc comme vous leur faites peur, vous arrivez presque jusqu'au bout, donc il y a un moment où de toute façon ça va se faire et vous serez celle vous allez être choisie, ça c'est certain, il faut juste être un peu patiente. Mais il est possible que dans votre caractère, dans votre tempérament, dans votre façon d'agir, vous leur fassiez peur. Et comme un non, quel que soit celui qui le prononce, c'est toujours très difficile à dire. Eh bien, comme on est un être humain, plutôt que dire non et de l'argumenter, parce qu'on se dit que face à vous, il va peut-être falloir bien l'argumenter, la personne choisit la fuite, surtout si elle a un agenda très chargé. Moi, je dis pas que c'est une excuse, hein, mais je pense que ça pourrait s'expliquer comme ça, sachant que vous n'êtes pas la seule, hein, c'est un phénomène, le ghosting existe pour tous les candidats, mais si vous dites que ça se produit souvent chez vous, il est possible que vous fassiez peur. Alors je ne sais pas à quel niveau, et ça il y a peut-être une introspection à faire. Alors c'est positif aussi hein, par rapport à votre métier de manager, etc. Mais ça peut peut-être effrayer. Je vais laisser la parole à Florence, voir si elle a une autre idée, puis après on vous redonne la parole. Mais justement, Sabine, moi j'aimerais bien savoir, je suis terrifiée hein, par ce que vous dites comme à chaque fois. De toute manière, le ghosting me terrifie. J'ai des amis qui sont aussi sur des sites de rencontres, ça se fait aussi beaucoup, ça se fait aussi beaucoup entre gens qui se rencontrent dans le cadre privé, de ce que je sais. Donc j'aimerais bien savoir, Sabine, Christelle, tu peux te marrer. J'aimerais bien savoir, Sabine, est-ce qu'il y a une différence pour vous, qui évoquait quand même le fait que ça vous arrive souvent, est-ce qu'il y a une différence entre les RH et les opérationnels, s'il vous plaît? Alors, déjà merci pour cette première hypothèse que vous avez évoquée, Christelle. Merci, Florence. Alors, je ne suis arrivée, en fait, je suis rarement en contact avec les RH. Ça m'est arrivé une fois suite à plusieurs entretiens avec une très grosse structure. Quand je dis très grosse, très grosse, hein. Où je suis arrivée en entretien avec la DRH France. Elle m'a posé tout un tas de questions qui n'avaient a priori rien à voir avec les besoins du poste. Puis m'a donné aucune information au demeurant sur le poste et les aspects RH du poste. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et je suis restée 15 jours à attendre et puis c'est plus rien passé derrière. Il a fallu que je relance la directrice opérationnelle qui, elle, m'a répondu très gentiment. « Ah, on vous a pas prévenu. Ah bah pourtant, j'avais dit qu'on vous prévienne. Finalement, on vous prend pas. » Donc bon, ok, tout va bien. Moi, ce que je trouve vraiment... Donc en fait, c'est plus les opérationnels. Je vais vous dire, les RH, j'ai pas d'expérience avec les RH, très peu. Et de surcroît, j'ai eu très peu besoin de rechercher du travail. Il s'avère que là, passé 50 ans, suite à pas mal de changements,
Il a fallu que je cherche, et ça va peut-être en effarer plus d'un, mais ça fait 2 ans et demi que je cherche. Et que le ghosting, et là je vais faire le lien avec ce que disait Christelle, c'est que, en fait, très souvent, ou lors d'entretiens en face-to-face, comme on a pu le faire avant le Covid, on a eu une époque plus sympa que celle qu'on a vécue, eh bien, ça m'est très souvent, enfin, on m'a souvent dit, mais vous vous rendez pas compte, si on vous fait rentrer, c'est le loup dans la bergerie, vous allez faire peur à tout le monde. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre, parce que moi, j'essaye de déployer des trésors d'énergie pour effectivement convaincre que j'ai plein de choses à apporter. Et aujourd'hui, beaucoup de la sagesse et l'accompagnement, voilà. Terminer de faire le bulldozer comme j'ai pu le faire dans mes tendres années. Et effectivement, manifestement, ça désarçonne. J'ai l'impression qu'en fait, l'envie et l'énergie désarçonnent et qu'il faudrait quasiment se contenter de répondre aux questions. Moi, je me suis rendu compte que le peu de fois où je saisissais une opportunité pour poser des questions, parce que souvent, en fait, les gens présentent le poste d'une certaine façon, mais bon, on connaît les biais cognitifs, et puis moi, j'essaye d'en savoir un petit peu plus. Et très souvent, ils nous révèlent d'autres facettes du poste qui peuvent être très intéressants et très en correspondance avec notre personnalité. Et je me suis rendu compte que les questions, ça les stresse. On a l'impression qu'ils ne connaissent pas leur boîte, ils connaissent pas les gens avec qui ils bossent. Moi, j'identifie des trucs directement en allant voir dans les équipes, sur les sites web des boîtes, quand il y a des organigrammes, quand il y a des espèces de mini-CV, des choses comme ça, des profils et tout. J'essaye d'aller voir pour savoir à qui j'ai affaire. Et en fait, tout ça n'est pas forcément bien perçu. Donc, est-ce que la curiosité, l'envie d'avancer est un vilain défaut? Je finis par me demander. Voilà. Et est-ce que c'est ne pas rentrer dans les cases que de poser des questions et que de vouloir aussi dire qui on est en entretien? Enfin, ça me paraît le minimum, non? Alors, Sabine, c'est exactement ce que je pensais. Je pense que vous faites peur. Ah, zut, Sabine, je l'ai perdue. Bon, je pense qu'elle nous entend. Il faut que que vous leviez de nouveau la main, Sabine, si vous pouvez, pour que je vous fasse remonter sur scène. Attendez, je vous refais monter sur scène. Voilà, hop. Il y a eu un petit bug. Donc, je pense que vous faites peur. Et ça, c'est le propre des seniors. Je peux en parler, hein, parce que moi, j'ai bientôt 58 ans. Et je conseille vraiment aux seniors de ne pas tout dire. C'est-à-dire que si moi, je commence à raconter tout ce que j'ai fait dans ma vie et à montrer tout ce que j'ai sous le pied partout, les gens partent en courant. C'est vraiment, là vraiment, je vous invite à, notamment dans votre pitch, dans votre manière de répondre, je vous invite à vous en tenir au poste. Si ça fait, je ne vous dirai absolument pas ça si vous me disiez ça fait deux mois que je recherche. Mais si vous me dites que ça fait plus de 2 ans et demi que vous recherchez, c'est vraiment qu'il y a un souci qui n'est pas lié à vous en tant que professionnel dans votre métier. Hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais c'est peut-être à vous lors des entretiens. Une personne peut faire peur, notamment vous parliez des questions. Tout dépend de vos questions. C'est-à-dire que si vous faites une analyse très poussée de l'entreprise, etc., et que vous relevez des dysfonctionnements, ce qui est peut-être votre cas, et que quand vous posez des questions, on sent que vous avez relevé des dysfonctionnements et que vous avez peut-être des solutions, même si vous avez des super solutions et que c'est top que vous ayez relevé des dysfonctionnements, en entretien, c'est pas ce qu'on attend de vous. Parce que c'est vrai que ça fait peur aux recruteurs. Les recruteurs ont peur, je peux en parler, j'ai été recruteur moi-même, j'ai interviewé suffisamment de recruteurs. Les recruteurs ont peur des personnes qui peuvent aller trop loin au-delà du poste. Mais c'est pour un truc tout simple. C'est que si
vous ne répondez pas exactement à ce qu'on recherche et que vous pouvez aller beaucoup plus loin, on se dit tout de suite, d'une part, que vous pouvez être un élément perturbateur dans l'équipe et dans l'entreprise, d'autre part que vous allez vous ennuyer, on peut penser aussi que vous allez mettre en difficulté votre manager, on peut penser tout ça. Donc moi je vous invite à freiner alors c'est pas votre enthousiasme ou votre motivation, mais du moins à ne pas montrer tout ce que vous savez faire et à le montrer une fois que vous êtes en poste, et je dirais même, je vais plus loin, une fois que la période d'essai est passée. Je vous invite vraiment à faire ça, sauf si vous êtes face au dirigeant vraiment de l'entreprise, parce que je pense que lui, ça va l'intéresser de savoir ce que vous avez sous le pied. Mais un N+1, il va partir en courant parce que ça va lui faire peur. Un recruteur, il n'est qu'un intermédiaire, il se dit « Ouh là là, trop brillante, trop ceci, trop cela, elle va mettre le bazar dans les équipes. » Et le trop fait peur. Je nuancerai avec vraiment les patrons de boîte, les dirigeants d'entreprise, parce que eux peuvent être intéressés justement par des gens qui sortent du cadre, qui ont de la prise de hauteur, qui vont pouvoir évoluer, qui vont pouvoir faire bouger les équipes, changer les états d'esprit. Donc voilà un petit peu ce que j'aurais envie de vous dire. Et donc à ce moment-là, selon moi, ça veut dire qu'il faut peut-être postuler dans des boîtes un petit peu plus petites et rentrer en contact très rapidement avec les CIO, avec les dirigeants. Je vais laisser Florence prendre la parole. Je ne sais pas si elle est de mon avis ou pas là-dessus. Oui, merci Christelle. Alors déjà, Sabine, je suis quand même contente d'entendre que c'est quand même plutôt le ghosting, je reviens sur le ghosting, une pratique des opérationnels qu'une pratique des professionnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les opérationnels, oui, ce sont pas des recruteurs. Voilà, ce sont pas des recruteurs, ils savent pas dire non aux candidats, ils font du recrutement en plus de leurs activités, de leur cœur de métier. Ça les excuse pas forcément pour autant d'être, je dirais, d'avoir des pratiques inadaptées avec les candidats, mais j'ai envie de dire, c'est pas leur métier et ils n'ont pas forcément réfléchi la question. Et les managers, ils ont besoin de se former. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a une obligation de formation pour toutes les personnes, y compris les managers qui recrutent dans les entreprises de plus de 300 personnes. Bon, allez, je referme la parenthèse. Par rapport à finalement l'autre problématique cachée derrière et qui est peu expliqué aussi spécifiquement le ghosting pour vous, Sabine. Bravo Christelle d'avoir identifié cette question de la peur. Bah oui, quand on a un trop gros caractère, on fait peur. Faut pas vous en étonner, hein, c'est comme ça avec les professionnels, c'est comme ça dans la vie privée. Moi, quand j'arrive dans une pièce, je sais que j'en fais flipper plus tard. Enfin, ça m'arrive. Je vois Christelle qui se marre. Bah oui, c'est comme ça. C'est, je dirais, notre lot à nous, les tigres. Tigres peut-être apprivoisés, mais tigres quand même. Hein, une fois qu'on nous a dans le salon, il faut quand même savoir ce qu'on en fait du truc, hein, parce que l'animal peut être sauvage. Mais et oui, on n'a pas forcément envie de prendre le risque de recruter un grand fauve. Bah oui, c'est comme ça. Et il faut quelque part, faut que vous l'acceptiez. Faut aussi que vous acceptiez. Alors je vous dis vous, Sabine, avec toute la gentillesse du monde, parce que si ça se trouve, ça n'est pas votre cas. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est vous qui êtes dans l'échange. Mais quand on a un très gros caractère, il y a un moment donné, il faut l'assumer. Même si on sait dans notre fort intérieur qu'on est hyper facile au quotidien. Moi, je sais, par exemple, que je suis relativement facilement manageable. Je dis relativement parce que les gens compétents peuvent me manager facilement. Les autres, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais j'ai pas de souci moi avec la hiérarchie. Je suis une ancienne RH et j'ai pas de problème avec la hiérarchie. Et puis les directives, et puis les stratégies et les décisions qui sont prises à tous les niveaux. Mais ça ne se voit pas, voilà, parce que on peut penser que je suis quelqu'un qui va s'opposer, etc. Parce que je dis ce que je pense, que le plus souvent je pense ce que je dis, quoique parfois je parle tellement vite que c'est pas toujours le cas. Mais bref. C'est comme ça. Et il faut quelque part que vous l'assumiez. Et en entretien, oui, il va falloir vous adapter, et dans votre CV, et en entretien, pour tenir compte finalement de ça. Parce que si c'est votre réalité, bien, si vous voulez contourner, je dirais, l'obstacle, le surmonter ou le faire exploser, mais il faut trouver effectivement une solution pour contourner ça. Moi, je ris.
Voilà, je ris beaucoup et j'ai un côté un peu gentil, poète, qui fait que ça atténue un petit peu mon côté gros caractère. À voir, vous, peut-être sur quoi vous pouvez jouer. Voilà ce que je peux vous dire, Sabine. Et surtout, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va débloquer quelque chose et que vous allez trouver hyper rapidement maintenant. Voilà, donc le meilleur pour vous. Alors, je confirme ce que dit Florence. Si vous allez assez loin dans les processus, ça c'est très positif parce que souvent, quand on est en shortlist finale avec très peu de candidats finalistes, ça se joue à très très peu de choses. Je voudrais juste aussi rebondir sur un truc, Sabine. Vous avez dit tout à l'heure que vous preniez les coordonnées des gens que vous rencontriez pour pouvoir les relancer. J'espère que vous faites aussi un mail de remerciement, motivation, parce que très peu de personnes le font. Je me permets encore de citer les chiffres. En 2016, quand j'avais écrit mon premier livre, il y avait seulement un candidat sur 10 et je m'étais dit, bon, bah maintenant en 2022, ça a augmenté. Ben non, il paraît qu'il y a toujours qu'un seul candidat sur 10 qui renvoie un mail suite à un entretien. Ça, je pense que, voilà, vous n'en avez pas parlé, je vous laisserai nous dire ce qu'il en est, mais envoyez toujours un mail de remerciement parce que ça permet une relance facile. Sabine, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de considérer, moi, bon, c'est mon grand truc, hein. Florence a parlé de la relation amoureuse et du ghosting dans la relation amoureuse. Moi, je crois beaucoup qu'un entretien, ça ressemble, enfin, une rencontre avec un recruteur et un manager et une entreprise, ça ressemble à une rencontre amoureuse. Donc, et ça ressemble aussi à une rencontre commerciale comment dire, le candidat est un commercial et il a quelque chose à vendre au recruteur en face, il a une offre de service et puis ça va matcher ou pas. Donc je pense qu'à un moment ça va matcher. Le seul truc c'est qu'il ne faut pas que vous montriez tout ce que vous avez en vous et tout ce que vous pouvez faire. C'est la même chose, je ne sais pas si vous avez été entre guillemets commercial dans votre vie, moi je suis une ancienne commerciale donc je viens vraiment du terrain. Nous, enfin quand j'étais chez Alcatel, quand nous voulions bien vendre, comme nous avions un produit qui était probablement le plus cher du marché, pas nécessairement le meilleur, là j'espère que les anciens d'Alcatel me pardonneront, le meilleur moyen que nous avions pour vendre notre produit, c'était de beaucoup écouter, beaucoup analyser ce qu'il y avait en face et de mettre en avant qu'un seul ou que deux arguments. Et je vous invite vraiment à développer l'argument ou la solution qui correspond aux besoins en face et n'essayez pas d'aller au-delà de ce qui est demandé. On va au-delà de ce qui est demandé, mais une fois qu'on a mis le pied dans l'entreprise. Je vous laisse la parole, Sabine. Je ne sais pas si ça a pu vous aider, ce qu'on vous a dit. Merci en tout cas. Alors évidemment, dans tout ce que vous me dites, je vais utiliser une négative. Il n'y a rien d'inconnu. Dans une ancienne entreprise, ça va peut-être sans doute faire rire Florence, mais on m'appelait la tornade. Ça donne le ton, voilà. Cela dit, ensuite pour répondre à votre dernière question, Christelle, pendant que je l'ai en tête, si j'ai les coordonnées mail, je fais systématiquement un mail de remerciement en me saisissant de ce que j'ai compris de l'échange en mode restitution. J'ai compris de ce premier échange que trois bullet points, voilà. Et ça, c'est juste pour dire, je vous ai bien écouté et j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, monsieur, madame. Donc ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement si j'arrive à capter l'adresse mail. Donc oui, c'est la base de toute façon, enfin selon moi, ne serait-ce que de la politesse. De tout ça, je retiens vraiment un mot qui est très fort que vous avez dit, Christelle, qui est le trop. C'est quelque chose qui est assez c'est un mot qui est assez récurrent dans mes relations interpersonnelles et j'ai vraiment le sentiment que si je ne suis pas comme enfin, comment dire, si je laisse pas parler ma vraie personnalité, ça m'est déjà arrivé, hein, et dans le poste, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que si on laisse pas parler sa vraie personnalité, si on n'expose pas qui on est rapidement,
ma foi, on passe pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et qu'il y a un moment ou un autre où lors du processus de recrutement, la vérité va éclater sur un point de détail sur qui on est. Et donc, moi, j'essaye d'être moi-même. Voilà. Donc maintenant, après, faire taire des choses et doucement lever le pied de la pédale pour dire oh là là, ralentir, arrête les chevaux, tu vas trop loin. Je le fais de plus en plus souvent. C'est sans doute ça d'ailleurs qui m'a valu de beaucoup plus progresser dans mes processus de recrutement qu'auparavant. C'est-à-dire de mettre la pédale douce. Cela dit, pour le pitch, je fais systématiquement pour chaque entretien, je fais une réécriture de mon pitch. J'ai toujours 3 lignes qui sont constantes, voilà, qui sont du storytelling. J'ai 3 lignes constantes autour desquelles je vais m'appuyer sur une expérience ou une autre pour coller au poste auquel j'aspire. Donc, je fais cette espèce de travail constant et ça demande une énergie folle, voilà, vous le savez, qui me laisse systématiquement exsangue, et tout ça pour finir par des ghostings. Donc en fait, je ne sais plus du tout par quel bout prendre les choses, et ce trop, quand il est inhérent, enfin il est considéré comme trop, mais c'est le système. Voilà, donc peut-être qu'il faut attendre de tomber sur la personne, la personnalité avec qui ça va pouvoir tout de suite matcher. Et pour revenir sur cette question de séduction, vous savez, dans les relations personnelles et ce parallèle avec d'autres réseaux, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Florence, parce que récemment, un directeur opérationnel, je commence à faire mon pitch, puis un silence, donc je laisse le silence, et il me dit « Vous êtes une séductrice ». Je deviens blanche, c'était en visio, comment ça, je suis habillée tout à fait convenablement, que se passe-t-il? Et il me dit « Professionnellement, cela va sans dire ». Et là où effectivement, là aussi, donc du coup, je vous rejoins, c'est que c'est l'histoire d'une rencontre, un recrutement. Et que, malheureusement, manifestement, il n'y a pas eu de suite, mais je vous rejoins surtout, sauf que j'ai pas de solution, à part canaliser une énergie, canaliser des émotions, canaliser les sourires, voilà, restreindre les questions qui sont pas des questions négatives, c'est que on est dans un dialogue, on est censé être d'égal à égal, on est censé être entre adultes, voilà, donc on est censé se poser les bonnes questions. Voilà, et donc en fait je ne sais plus. Alors, voilà, j'en suis là. Sabine, je vous enverrai le lien d'une vidéo, d'une conférence TEDx que j'ai fait sur le sujet de la recherche d'emploi vue comme un jeu. Moi, je pense que la solution, elle est dans votre tête, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous décorréliez l'experte professionnelle que vous êtes de la recherche d'emploi. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que il va falloir que vous acceptiez de jouer. Alors ça ne veut pas dire de ne pas être qui vous êtes, mais dans votre jeu, il va falloir restreindre votre jeu. Parce que si ça fait longtemps que vous cherchez et que ça ne fonctionne pas, soit vous continuez comme ça, entre guillemets, un peu longtemps, et vous allez épuiser toutes vos forces, vous décourager, même si vous avez raison. Et Florence le dit toujours, elle dit quel est le but? Est-ce que le but c'est de trouver un job ou d'avoir raison? Enfin voilà, il y a aussi Karine van der Briek qui dit aussi souvent ça. Donc le but c'est voilà. Quel est votre objectif? Si votre objectif est de trouver un job, il faut que vous jouiez le jeu. On parlait du jeu de la séduction, c'est le jeu de la recherche d'un job. Et dans le jeu de la recherche d'un job, on joue d'une certaine manière. Et c'est beaucoup plus facile de se dire « je vais jouer différemment »
que de se dire je vais être quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est comme dans un match de tennis, les joueurs au début ne montrent pas tout leur jeu, mais en fin de partie, ils vont y aller. C'est comme dans les matchs de foot, c'est comme même au poker. Au poker, on montre pas tout de suite qui on est et on peut vraiment feinter et on peut surprendre tout le monde à la fin. Et je pense que ce qui va vous réussir, parce que je vous sens une âme joueuse, je sens que vous avez de l'humour, je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez le processus de recherche d'emploi avec un œil différent, beaucoup plus lié au jeu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous parliez de rencontres et je me permets vraiment d'insister. Je crois que vous avez un profil à rencontrer très rapidement les dirigeants. C'est-à-dire que tant que vous allez être face à des intermédiaires, vous allez leur faire peur. Et en plus, ils n'ont pas le pouvoir décisionnel. Par contre, quand vous êtes face à un dirigeant, il va voir tout votre potentiel. Donc peut-être que vous auriez intérêt à cibler les startups, les plus petites entreprises, à rentrer en contact le plus possible avec des dirigeants sur LinkedIn. Mais moi, je pense que dans la partie que vous devez jouer, ça doit être celle-ci. C'est vraiment atténuer votre jeu pour le ressortir une fois en poste et surtout essayer d'être face aux bons interlocuteurs qui vont pouvoir sur un pied d'égalité échanger avec vous. Je coupe mon micro, Florence, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Bah non, le meilleur pour vous, Sabine, et puis voilà, et effectivement à réfléchir, à trouver la solution. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas se faire accompagner, puisque les meilleurs d'entre nous nous ont accompagnés à un moment dans notre vie, et pourquoi pas aussi quand on rencontre une difficulté, on le dit peut-être pas assez souvent. Voilà. Très bonne continuation et le meilleur, Sabine, une fois encore. Merci Sabine, à vous, je vous remercie. Oui. le mot pour la fin, donc si vous aviez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Là, j'ai personne. Normalement, Véronique devait monter sur scène, mais je ne te vois pas, Véronique. Ah si, j'ai des mains qui se lèvent, donc je vais faire monter Véronique. Je ne sais pas si ça a pu vous apporter quelque chose, ce que nous vous avons dit, Sabine. Eh bien, écoutez, j'ai souvent souri en vous écoutant, puisque évidemment, ça matchait avec mon vécu. Je vais tenter de jouer autrement. Chère Christelle et chère Florence, je vous remercie infiniment pour votre écoute. À vous et à tous et vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci Sabine, je vous souhaite une bonne partie et de trouver et de gagner le job de vos rêves et je mettrai dans le post qui est lié au live, je vous mettrai le lien vers cette conférence sur la recherche d'emploi vue comme un jeu. Merci Sabine et je vais donner la parole à Véronique qui a peut-être des bonnes nouvelles, des posts à nous annoncer à l'occasion d'un forum, si j'ai bien tout compris. À moins que Véronique ait envie de nous parler de complètement autre chose. Bonjour et bonsoir plutôt et merci à Florence et Christelle. Alors c'est open bar donc je vois que quand même on est très axé emploi et c'est que si le public a autant de questions c'est parce que ça vaut le coup qu'on les pose donc on parlera pas d'autre chose aussi avec effectivement des emplois. Alors nous organisons donc Carrefour pour l'emploi un salon mardi à Nantes, Carrefour Emploi Nantes, Pays de la Loire, avec plus de 2000 voir. Alors évidemment, vous n'êtes peut-être pas tous positionnés sur ce bassin d'emploi. Ce que je voulais vous dire en fait, avant toute chose, c'est toutes les opportunités qui sont offertes dans le Grand Ouest. C'est une région très dynamique. Alors Grand Ouest, c'est effectivement les Pays de la Loire hein, où sera le bassin de ce salon, mais ça va également au-delà puisque en Bretagne, il y a presque une pénurie de candidats et on organise un salon début juin à Niort. Donc là, on va être côté nord de Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes. Donc sachez que des opportunités, il y en a. Alors c'est pas toujours simple, mais je vous invite vraiment à regarder pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas forcément fixe d'un point de vue géographique. Le Grand Ouest est très dynamique. Nous organisons une conférence demain soir avec un certain nombre de recruteurs. Demain soir à 18h, donc sur le site oui-emploi.fr, vous pourrez vous inscrire sur l'espace conférence et puis bien sûr accéder à la liste des entreprises présentes, à la
la liste également de tous les postes à pourvoir. Donc pour ceux qui veulent ouvrir leurs horizons et qui seront sensibles à l'appel du grand large, eh bien venez écouter peut-être cette conférence, venez voir cette dynamique et sachez également qu'un certain nombre d'entreprises, faute de suffisamment de candidats, vous forment et certaines même vous proposent un accompagnement particulier pour vous installer. Hein. Ils ont une sorte de forfait mobilité qui est assez époustouflant. Donc n'hésitez pas, regardez à l'ouest. Allez, merci beaucoup Christelle et Florence. Et puis pour les candidats, de bonnes recherches et une bonne continuation. À bientôt. Merci Véronique. Je t'invite, si ça ne t'embête pas, à mettre tous les liens vers le forum dans le post d'annonce du live et le lien vers la conférence aussi. Comme ça, ceux qui nous écoutent pourront y accéder directement. Et comme tu l'as dit, même si on ne cherche pas nécessairement dans cette région, c'est toujours bien d'être en contact avec des recruteurs, avec des entreprises qui peuvent avoir aussi d'autres postes ailleurs. De toute façon, c'est toujours riche d'échanger. Donc merci beaucoup Véronique de prendre la peine à chaque fois que tu le peux de nous parler de tes opportunités d'emploi. C'est super sympa pour ceux qui nous écoutent. Et on va donner maintenant la parole à Mélanie. Oui, bonjour ou bonsoir à tous. Merci Florence et Christelle de nous faire ces lives le dimanche que j'ai eu déjà l'occasion d'écouter. Et j'avais une question aujourd'hui parce que concernant le pitch. Donc, comme plusieurs d'entre vous, j'ai tout le temps travaillé et je me suis retrouvée, j'ai décidé de quitter mon job l'an dernier par une rupture conventionnelle et mon conseiller APEC me conseille de dire que dans le pitch, que c'est moi qui ai demandé une rupture conventionnelle et de dire une brève phrase pour éviter toute question qui pourrait me déstabiliser par la suite. Qu'en pensez-vous ? Florence, est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux que je parle? Dis-moi, comment tu te sens? C'est open bar. Donc j'ai regardé, Christelle, votre conseil pour faire le pitch et il faut être positif tout du long. Donc si on parle d'avoir quitté, c'est peut-être pas très très... Je pense que vous avez bien écouté Christelle. Moi personnellement, je le dirais pas. Je vois pas en quoi cette information elle est clé dans un pitch. Le pitch. Si c'est la première question de présentation au début d'entretien, il doit permettre très rapidement, en 1 minute 30, 2 minutes 30, vraiment pour moi max, Christelle, je te laisserai dire parce que tu es bien meilleure que moi pour tout ça. Ça doit être très court. Pour moi, c'est vos piliers professionnels, ce que vous avez développé, qui vous êtes professionnellement, ce que vous avez aimé. Aussi, par exemple, moi j'aime bien à la fin d'un pitch terminer par ce que j'ai particulièrement aimé dans ma dernière expérience. Ça amorce beaucoup plus l'idée de dire oui, on a fait une rupture conventionnelle parce que j'ai fait le tour en fait du poste et que c'était le bon moment pour moi de partir. Donc on en a parlé et puis on a fait une rupture, on a décidé de faire une rupture conventionnelle tout en disant ce qu'on a apprécié en fait dans son ancienne entreprise. Voilà, je vois pas très bien pourquoi parler ni de rupture conventionnelle, ni de licenciement, ni de rien d'autre dans un pitch. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Christelle? Moi, je suis complètement d'accord. De toute façon, Mélanie a dû voir ce que je dis sur le pitch. Le pitch, quand on le traduit en anglais, ça veut dire bande-annonce. Dans une bande-annonce, comme l'a dit Florence, on ne met que les jolies choses, les choses positives. On ne parle pas de rupture. Et surtout, ça doit durer en effet maximum 3 minutes. C'est une manière de se présenter. Et moi, je pense qu'on n'a pas à se présenter en fonction de son ancienne entreprise ou d'une entreprise qu'on a quittée. Ça ne concerne entre guillemets que nous. En tout cas, c'est pas là qu'il faut le dire. Je pense qu'au début, il faut vraiment raisonner offre de service. L'idée de Florence avec les 3 piliers, moi j'aime bien le 1, 2, 3. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous savez faire? Quelle est votre expertise? Quels sont vos talents? Quel est votre plus? En amenant bien entendu des exemples, mais dire je suis partie de mon entreprise parce que c'est moi qui l'ai décidé, etc. Pour moi, ça fait pas partie d'une offre de service. Ça ne donne pas envie. Le pitch vraiment doit donner envie au recruteur. Il doit se dire, c'est le principe. Soit il se dit waouh,
Mélanie est la bonne personne suite à ce pitch et je vais lui poser plein de questions. Soit il se dit bof, Mélanie n'est pas la bonne personne, je vais lui poser des questions, mais elles sont souvent plus peau de vache, comme par hasard. Donc pour qu'ils se disent waouh, c'est la bonne personne, le fait d'avoir quitté votre entreprise, de parler de licenciement et tout, ça fait pas rêver. Personnellement, ça donne Non. envie à personne. Vous savez, c'est comme on parlait des rencontres amoureuses. C'est comme si lors d'une rencontre amoureuse, on racontait comment on avait quitté son ex. Oui. Ben, ça Oui. ferait, pour moi, Au enfin, sujet. Oui. ça ferait rêver personne. C'est par contre qui on est, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut apporter, ce qu'on aime, comment on aime l'autre, etc. Oui, ça va faire rêver. Mais comment on a quitté son ex, même si c'était pas de notre faute, même si les torts sont toujours partagés, ça ne fait rêver personne. Je pense que c'est un ancien, enfin, je veux pas casser la personne qui vous a dit ça, mais c'est des conseils qu'on donnait avant. Avant, on disait précisez bien que vous n'avez pas été licencié pour faute, blablabla, blablabla. Maintenant, on a complètement changé de façon de voir parce que de toute façon, les gens restent beaucoup moins longtemps dans les entreprises, on se quitte beaucoup plus facilement et je crois qu'il y a moins ce poids de savoir j'ai été licencié ou c'est moi qui suis partie. Florence, tu confirmes, toi, hein? Non, mais je confirme. Il y a encore des recruteurs qui demandent, et moi-même parfois ça m'est arrivé de demander, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quitté telle entreprise? Pourquoi vous avez quitté tel job? Finalement, ça peut arriver notamment quand il y a des reconversions, quand il y a des changements de job, mais c'est pas. Alors moi, je fais pas très attention à ça parce que franchement, on ne sait jamais quel est le vrai du faux finalement en entretien. Et moi, je me moque. Je vais reprendre le truc des ex de Christelle. Je me moque de ce qui s'est passé un peu avant. Pourquoi on s'est pas bien entendu? Pourquoi on a voulu partir? J'ai eu tellement de managers, moi. En gros, j'ai eu des problèmes avec la moitié de mes managers. Donc ça fait beaucoup. Et du coup, oui, tu peux te marrer. Mais à juste titre, attention, hein, dans les problèmes que j'ai eus, je me suis pris un alcoolique, je me suis pris un harceleur sexuel et moral, enfin bon, condamné au tribunal correctionnel. Donc bon, c'était pas des joyeux, hein, les gars. Hein. Bref. Non, mais quand même. Donc tout ça pour dire que dans les entreprises, on sait qu'il y a des gens qui sont pas chouettes. Voilà, et moi, j'ai jamais présumé en fait qu'un candidat il partait par plaisir. Donc bon, je crois qu'il faut que vous restiez positif, vous restez sur un pitch où vous parlez effectivement de vous, et puis voilà, c'est tout. Enfin, C'est ferai ça. Oui. c'est Et OK est-ce qu'on pour vous, parle Mélanie? est-ce qu'on parle de sa formation aussi ou c'est pas la peine quand on a une expérience de 14-15 ans? Moi, je pense Pas que forcément. c'est pas la peine, sauf si vous êtes en reconversion et que ça apporte quelque chose parce que vous êtes en train de changer de métier ou vous avez suivi une formation récente et ça a un plus. En fait, dites-vous toujours que dans le pitch, vous choisissez c'est les meilleurs moments. C'est comme dans un film. La bande-annonce d'un film ne présente que les meilleurs moments. Donc, est-ce que ça donne envie de parler de votre formation? Si c'est le cas, parce que c'est un plus, vous le faites. C'est vraiment le regard qu'il faut avoir. Dites-vous que ce que vous allez dire va donner envie. Et ensuite, les questions viendront de toute façon. À un moment, comme dit Florence, on vous demandera, mais comment êtes-vous parti? À un moment, on vous demandera, et dans votre formation. Mais dans le pitch, qu'est-ce qui est essentiel à dire? Qu'est-ce qui doit donner envie? Voilà, moi je dirais que c'est vraiment comme ça que vous devez le construire, Mélanie. Et puis, au moment de parler de la rupture, faut dédramatiser. Hein. On vous pose une question sur la rupture, et ça, je dis ça pour tout le monde. Quel type de rupture? Que ce soit un licenciement, que ce soit une rupture conventionnelle, vous vous êtes quitté, ça s'est bien passé. Voilà, on a fait une rupture conventionnelle. On dédramatise aujourd'hui, on quitte les entreprises, on change de job. C'est normal, ça arrive aussi au recruteur qui est en face de vous. Et puis, pour les études, moi, par exemple, mais alors je suis complètement d'accord avec Christelle, il faut le dire, si ça apporte quelque chose, si dans la bande-annonce, c'est bien, dites-le. Moi, je parle toujours de mes études de droit parce que j'ai adoré mes études de droit et que dans mon métier, et encore maintenant, je m'en sers énormément. Et voilà, j'ai une passion un peu pour le droit, j'adore ça. Mais voilà, et du coup, je sais que lorsque j'en parle, je pars de là parce que pour moi, le droit, c'est ce qui m'a ouvert à tout. Voilà, mais c'est mon point de départ, mais c'est pas une obligation. Merci Florence, j'espère Mélanie que ça a répondu à vos attentes.
Et Oui, merci beaucoup. merci, je vous souhaite une bonne soirée. Alors là, il me reste absolument très peu de temps. Je vais faire ma petite annonce, si Florence était d'accord. Ma petite J'allais te le annonce. dire. Voilà, open bar. Alors c'est rare que je fasse ça, mais je voudrais vous demander, comme vous êtes 146 auditeurs, je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur Instagram. Il se trouve que ma fille, qui s'appelle Charlotte de Foucault, vous pouvez trouver son nom sur Instagram, Charlotte de Foucault, est en train de préparer un très joli projet qui s'appelle la Conviviale, qui aura lieu à Lierre, alors dans ma région, hein, c'est dans le sud de la France, mais si vous pouvez aller donner de la visibilité à son profil et à son projet. Charlotte est psychologue clinicienne spécialisée dans le handicap. Elle est en train de passer un monitorat de kitesurf. Elle fait partie d'une association qui s'appelle Kata Kite & Co, qui permet à des personnes en situation de handicap de pouvoir profiter des joies du kitesurf, non pas sur une planche, mais à partir d'un catamaran adapté. Donc c'est une très jolie association, c'est un très joli projet de vie parce qu'elle va mener ces deux projets en parallèle, parce que on peut faire de très jolies choses auprès de publics fragilisés à partir de la mer, du vent. Et ils présentent leur association, ils font une conviviale où tout le monde sera invité, ça sera dans un esprit famille, autour du kitesurf, des voiles. Il y aura plein de choses aussi pour les enfants. Donc si vous pouvez, ça c'est vraiment c'est gentil. Alors ma fille me détesterait hein, si elle savait que je fais ça. Florence qui la connaît le sait. Donc je profite qu'elle ne soit pas là pour faire cette annonce. Si vous pouvez aller sur son compte Instagram, aller la liker, aller voir son projet, parce que je trouve que c'est bien que les jeunes pensent aussi aux personnes en situation de handicap et puis se disent que le sport et le plaisir nautique n'appartient pas uniquement aux champions. Voilà, donc c'était ma petite minute perso. Je vous remercie infiniment si vous pouvez le faire. Donc Charlotte de Foucault sur Instagram. Je te laisse la fin, Florence. Oh bah, je ne vais que appuyer le projet. Oui, je pense que Charlotte te détesterait. Enfin, te détesterait. Non, c'est pas ça hein, de faire ça, parce que c'est quelqu'un qui est voilà, qui a sa discrétion, qui a son humilité et qui porte effectivement ce projet, qui est un projet handi, qui est fait avec énormément de cœur et tout au long de la semaine qu'on a pu passer ensemble, quand on a répété notre conférence, j'ai pu le voir, voilà, l'investissement qu'elle pouvait avoir et je trouve ça fabuleux. Voilà, Charlotte, elle fait partie des gens qui font vraiment des choses et qui font pas que faire semblant. Et c'est super. Voilà, donc moi je like tout. J'ai 2 comptes Insta, je like avec mes 2 comptes Insta. Donc voilà, allez-y. Merci, et merci encore. Merci à vous. Alors elle a un profil LinkedIn mais qui est très peu rempli parce que elle ne veut surtout pas faire comme sa mère. Donc c'est promis, il faut que je lui apprenne à bien faire son profil LinkedIn. Mais vous verrez sur Instagram, elle met déjà beaucoup de choses, beaucoup de photos. Et si vous pouvez l'aider pour rendre visible ce projet, ça serait top. Merci à vous. Je me suis permis de faire ça parce que c'était open bar. Merci pour votre écoute. Et puis on vous dit à la semaine prochaine avec Florence.